Il est 21h30 à Paris, bonsoir à tous, on passe tout de suite à l'essentiel politique. Et l'essentiel politique ce soir, c'est avec Valérie Lecable, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et éditorialiste pour le quotidien lejournal.info. Dans un instant, on va revenir avec vous sur la nouvelle semaine de négociations périlleuses qui se profile à l'Assemblée nationale. Le budget de la sécurité sociale doit de nouveau être examiné dans l'hémicycle. C'est bientôt l'heure de vérité pour le gouvernement. Emmanuel Macron lui a dévoilé son projet de service militaire volontaire d'une durée de 10 mois. Les premières recrues sont censées commencer dès l'été prochain. Et puis un sondage Odoxa place Jordan Bardella vainqueur de la présidentielle si elle avait lieu aujourd'hui. Faut-il en déduire que l'affaire est pliée? On verra ça avec vous dans un instant. Mais d'abord, le feuilleton donc qui nous tient en haleine depuis des semaines maintenant. Aurons-nous un budget avant la fin de l'année? Le Premier ministre Sébastien Lecornu reçoit lundi les socialistes pour tenter de trouver des points d'entente. Le chef des députés PS, Boris Vallaud, a été très clair dans une interview donnée ce week-end aux Parisiens. Pas de compromis, pas de budget. Est-ce qu'on a une idée de la teneur des discussions qui vont se tenir demain entre Lecornu et les socialistes? Écoutez, ce qui est très compliqué pour les socialistes en ce moment, et c'est quand même un paradoxe, c'est que ce sont plutôt eux qui votent les propositions budgétaires de Sébastien Lecornu, mais que son camp, le socle commun, enfin le bloc central, ne vote pas tellement en fait finalement. Donc sur certains sujets, ça fonctionne. Renaissance est venu en soutien pour venir voter un certain nombre de choses sur le PLFSS, mais ce n'est pas qu'à tout le monde. Horizon, notamment fait dans la part, dit que soit il va voter contre, soit il va s'abstenir. Donc en fait, Boris Vallaud tire la sonnette d'alarme en disant ce ne sont pas les socialistes qui vont prendre tout seuls la responsabilité de faire voter ce budget. En tout cas, l'épreuve du feu, elle approche, puisque le projet de loi de financement de la sécurité sociale retourne mardi dans l'hémicycle. L'enjeu est grand, car en gros, si le projet est rejeté, il n'y a pas de plan B. Écoutez, ils ont jusqu'au 9 décembre pour pouvoir le voter. Donc, c'est vrai que ça va passer assez rapidement. Il y a des sujets absolument cruciaux dans ce PLFSS et le fameux sujet emblématique de la suspension de la réforme des retraites. Donc, l'avantage que ce sujet soit dedans, c'est que les socialistes veulent que ça passe, donc ils vont essayer de le faire passer. Mais la difficulté, c'est qu'il faut qu'il y ait en face les recettes nécessaires pour payer cette suspension qui coûte de l'argent. Donc, ne pas dépasser les fameux 20 milliards d'euros de déficit. Et aujourd'hui, on n'y est pas, puisqu'ils ne sont pas tous d'accord sur la façon de le financer. Et pour terminer, la droite s'y oppose, puisque la droite, comme vous le savez, ne veut pas la suspension de la réforme des retraites. Donc on est dans un espèce d'embrouillamini. Et si le projet de loi de finances de la sécurité sociale n'est pas voté, il y a un plan B, puisqu'il ne peut pas y avoir de loi spéciale, il ne peut pas être repoussé, mais Sébastien Lecornu peut toujours tenter d'utiliser le 49.3. Qui est une petite musique qui revient de plus en plus. Ce 49.3, il avait promis de ne pas y toucher. De plus en plus, on se dit que ça va peut-être être la solution finale. Écoutez, nécessité fait loi. Toutes ces discussions depuis des semaines montrent que ce 49.3 est quand même bien utile, parce que la différence fondamentale, c'est qu'au lieu que les partis soient obligés de voter le budget, ils peuvent simplement ne pas le censurer, ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous savez qu'en France, quand vous êtes député et que vous votez un budget, ça veut dire que vous faites partie de la majorité. Évidemment, personne ne veut s'engager là-dedans en ce moment, donc le 49.3 serait une solution plus aisée. Et je pense que c'est plus important d'avoir un projet de loi de financement de la sécurité sociale que de savoir si on a tenu ou non l'engagement de ne pas voter le 49.3. En tout cas, si aucun budget n'est voté, Emmanuel Macron aura sans doute du mal à mettre en œuvre son projet. Le président vient d'annoncer la création d'un service militaire volontaire. Il doit débuter dès l'été prochain pour 3000 jeunes volontaires de 18 à 25 ans avec une rémunération d'environ 800 € par mois. Je vous propose d'écouter le président français. L'accélération des crises, le durcissement des menaces me conduisent à proposer aujourd'hui un service national purement militaire qui, sans être universel, peut engager toute une génération. Valérie Lecable, est-ce que c'est une vraie réforme militaire d'Emmanuel Macron ou c'est surtout une opération de communication destinée à la Russie?
Non, c'est pas une opération de communication. Ce service militaire volontaire a un vrai contenu puisqu'il doit porter jusqu'à 50 000 personnes, des jeunes de 18 à 24 ans qui voudraient s'engager pour faire un vrai service militaire. Vous savez qu'avant, il y avait le service national universel qui n'était pas militaire de façon opérationnelle. Donc ça a été un échec, on le laisse tomber et ce service militaire serait vraiment opérationnel. Ce seraient des gens qui peuvent venir en renfort de la fameuse réserve militaire qui compte 38 000 personnes en France. Mais de nature à Donc, faire peur à la Russie? non, alors, c'est de nature à montrer d'abord que la France ne baisse pas les bras, qu'elle se prépare, que vous avez vu dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine que l'histoire des hommes est absolument fondamentale. Il faut avoir suffisamment d'hommes pour pouvoir combattre. La France a une armée de métier de 200 000 personnes. Plus il y a de gens mobilisables, entre guillemets, plus la France peut apparaître forte. Déjà, elle a une des premières, si ce n'est la première armée opérationnelle d'Europe. Donc, c'est une façon de dire que, effectivement, la France continue son soutien auprès de l'Ukraine, qu'elle est déterminée et qu'elle se prépare à toute éventualité future, puisqu'il va falloir quelques années quand même pour mettre en place. Au début, ça va démarrer juste avec quelques milliers de personnes. Et donc, ça montre un engagement sur le long terme de venir renforcer cette armée professionnelle que nous avons déjà. Notre troisième thème concerne ce sondage Odoxa qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. Si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, Jordan Bardella serait gagnant au second tour, quel que soit son adversaire. Je vous propose d'écouter sa réaction ce soir chez nos confrères de CNews. D'abord, l'humilité m'oblige à vous dire que c'est un sondage et que nous sommes très loin de l'élection présidentielle. C'est pour ça que j'ai parlé de photographie de l'instant. La charge de l'État en très haute estime et en très haute responsabilité. Donc, il y a une progression des idées, du courant de pensée que nous représentons avec Marine Le Pen et qui est basé sur la fierté française, sur le redressement de l'État, sur le rétablissement de l'autorité dans le pays et sur la quête d'une nouvelle prospérité en matière économique. Sur tous ces grands sujets-là, chaque jour davantage, les Français nous donnent raison. Ça se vérifie dans les études d'opinion. Ça se vérifie aussi lors des élections où nous sommes arrivés en tête. J'étais tête de liste lors des élections européennes et où nous avons, lors de la dissolution, obtenu le plus grand groupe de députés à l'Assemblée nationale. Donc, cette confiance grandissante des Français, elle nous oblige. Voilà, c'est un sondage. Jordan Bardella l'a rappelé, rien n'est figé. On est encore loin de 2027. Malgré tout, c'est un signal fort, non ? Deux choses, oui, ce sondage est très prématuré. Il ne veut pas dire grand-chose parce que déjà un premier tour, c'est compliqué à 18 mois de l'élection présidentielle. Mais imaginez un second tour, on ne sait même pas qui sera le candidat en face de Jordan Bardella, c'est encore plus périlleux. Mais néanmoins, là où vous avez raison, c'est que ça crée une petite musique. C'est-à-dire que Jordan Bardella, il dit je reste humble, mais en fait, il boit du petit lait. Il a l'air vraiment... c'est quasiment comme s'il y était déjà, en fait. Il parle à peine de Marine Le Pen, qui n'est pas testée dans ce sondage, hein, d'ailleurs, il faut le remarquer. Donc une espèce d'ambiance, vous voyez, ça donne un sentiment, c'est une espèce de fatalisme qui semble s'installer dans ce pays, de se dire, mais est-ce qu'il va y avoir une façon d'échapper à ce rassemblement national? Alors, ça peut aussi avoir une vertu, c'est de créer une sorte de réaction en disant, bah, on va quand même pas se laisser faire, on n'y est pas, etc., etc. Mais c'est pas facile. Ouais. Cette réaction, on la voit aussi sur le terrain. Jordan Bardella, il concentre à la fois beaucoup de sympathie et de haine. Il a été enfariné mardi à Vesoul, agressé également ce week-end lors d'une séance de dédicace dans le Tarn-et-Garonne. On lui a jeté un œuf dessus. Est-ce que ces incidents, ça joue dans une campagne ? Bah, écoutez, c'est toute la question du plafond de verre du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est arrivé aussi en juin 2024, on nous annonce la victoire du Rassemblement national et à chaque fois, effectivement, ils sont en tête, mais l'opposition qui demeure au Rassemblement national est tellement forte que tout près du but, eh bien, il ne gagne pas. Voilà, donc c'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura en face de lui un candidat suffisamment fort, suffisamment qui puisse embarquer les autres pour fédérer tout ce qui reste, puisque il est à des 40%, des 45%. Mais
mais pas... Enfin, je veux dire, je trouve que tester un second tour, ça n'a pas beaucoup de sens, là, en ce moment, parce que il n'y a personne qui a été désigné encore. La situation est complètement virtuelle, en fait. Donc, la grande question aujourd'hui, c'est qui est ce candidat de deuxième tour, de second tour, capable de s'opposer à la victoire de Jordan Bardella. À gauche, le sondage montre que Raphaël Glucksmann serait devant Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Ça veut dire quoi pour la gauche, que rien n'est perdu ? Ça veut dire qu'effectivement, Raphaël Glucksmann peut être un candidat de rassemblement. Il est dans une gauche responsable, de gouvernement. Il est dans une démarche d'élargir le socle et d'être contre la radicalité, contre les extrêmes, qu'il s'agisse du Rassemblement national ou de LFI par ailleurs. Donc, il ressemble plus à l'électorat français classique, d'une gauche qui peut inclure aussi la partie socle commun, etc. Parce que ce sont des gens, il y a Sacha Houlié, par exemple, qui est un ex-Renaissance, qui l'a rejoint il n'y a pas longtemps. Donc, il est en train d'essayer de construire aujourd'hui un programme autour de cette force centrale qui, effectivement, pourrait être en mesure de s'opposer à la victoire du Rassemblement national. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout ? Je pense que pour l'instant, il y met toute son énergie et il reste 18 mois pour construire quelque chose. Merci beaucoup, on aura le temps d'en reparler. Merci beaucoup Valérie Lecable pour cette première pour vous dans l'essentiel politique. Restez avec nous dans un instant, vous retrouvez Fatima Tawane pour le Journal de l'Afrique et on se donne rendez-vous juste après. Dans la capitale du Kurdistan turc, les blessures sont toujours à vif. Ce matin-là, j'avais amené mon mari ici en voiture. Je ne sais pas pourquoi, quand il est parti, j'ai descendu ma vitre et je l'ai regardé partir de dos. C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. Depuis plus de 20 ans, la politique du président alterne entre conciliation et répression. Parce qu'il y a un déni systémique, de nombreux crimes ont été soit rendus légitimes, soit maquillés grâce à la loi. 2015 était une immense opportunité qui n'a pas été saisie. 10 ans plus tard, la branche armée du mouvement, le PKK, a renoncé à la lutte armée. On se retrouve dans le même cas de figure aujourd'hui. Nous sommes des millions à vouloir une solution pacifique. Diyarbakır devra-t-il encore lutter pour préserver son identité ? Billet retour à Diyarbakır, à voir sur France 24.